François Ruffin, je le disais, donc désormais candidat à l'élection présidentielle de 2027 à travers une élection primaire dont nous allons parler évidemment. François, je me permets de te tutoyer. Tu as donné une interview à Libération parue hier dans laquelle tu as annoncé cette volonté d'organiser une primaire geyser de Poutou à Hollande. Ça surprend, il y a quand même beaucoup d'éléments là-dedans. Qu'est-ce que tu appelles une primaire geyser ? Il y a une question qui est la question du départage, mais il y a une question qui m'est beaucoup plus chère, c'est celle du débordement. C'est-à-dire comment on fait pour retrouver des gens par millions ? On est dans un temps où le pays est dans l'apathie, dans la résignation, dans l'abattement, dans le découragement, et c'est encore pire à gauche. Et il y a une constante dans mon parcours, c'est de chercher le chemin, la source, avec mon bâton, qui va nous permettre de faire surgir de l'énergie dans le pays. Quand je fais Merci Patron et Nuit debout, au moment de la loi travail, c'est pour faire surgir de l'énergie dans le pays. Quand on fait la fête à Macron, et bon, il y a plus lointainement le mouvement des Gilets jaunes, ça fait surgir de l'énergie dans le pays. Quand le 9 juin au soir, il y a, au moment de la dissolution, on dit Front populaire, c'est dans l'espoir, comme on jette une bouteille à la mer, de faire surgir de l'énergie dans le pays, qui va faire pression sur les partis et qui contraindra à l'union. Est-ce que ton modèle, c'est la primaire victorieuse de 2011, celle qui a mené François Hollande au pouvoir ? Je veux dire que c'est la seule primaire, à ma connaissance, qui a permis l'élection d'un président de la République. Je suis pas né avec un désir de primaire, tu vois. Ça m'a jamais fait rêver. Maintenant, la question que je pose, c'est quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour remettre des millions de personnes en mouvement, et en mouvement vers un chemin d'espoir et peut-être de victoire ? Je veux dire, on a aujourd'hui une gauche qui joue en 2e division. Comment on fait pour qu'elle joue la Ligue des Champions et qu'elle puisse l'emporter ? Et bien moi, je pose un chemin. Vous savez, c'est Roosevelt qui disait le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Et bien, je pense que là, il y a quelque chose à essayer. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut un chemin de réunion. On ne va pas se retrouver avec 5 candidatures. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent qu'une primaire, c'est une machine à perdre ou à choisir le plus mou, type François Hollande, bon exemple, et ça ne sert à rien de faire une primaire, on a déjà Jean-Luc comme candidat. Mais écoutez... C'est des critiques que j'entends beaucoup depuis que tu as annoncé ça. Tu vas en annoncer d'autres. Tous les obstacles, je vois les dizaines d'obstacles qu'il y a sur le chemin de cette primaire et sur le chemin d'une victoire de la gauche. D'abord, la question que je pose, c'est quoi d'autre ? Quoi d'autre pour qu'il y ait des millions de personnes qui se saisissent de ça et qui fassent pression sur les partis pour qu'on se réunisse ? Et ensuite, il n'y a pas de loi de l'histoire comme quoi la primaire accouche du plus mou. Benoît Hamon n'était pas le plus mou des candidats en 2016. François Fillon, dans un autre registre, n'était pas le plus mou des candidats à droite. Maintenant, je le dis, pour moi, il n'y a pas d'idéal de la primaire. On a une situation historique particulière. La situation historique particulière, c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Aujourd'hui, ils sont donnés gagnants. Et à nouveau, on a un chemin qui amène pas la gauche au 2e tour. Et si jamais elle y est avec le candidat qui a fait le plus fort la dernière fois, c'est la garantie de la défaite. Donc, Jean-Luc Mélenchon, c'est la garantie de la défaite ? Oui, c'est la garantie de la défaite. Enfin, qui veut prendre le risque aujourd'hui ? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez prendre le risque d'un 2e tour, Jean-Luc Mélenchon, contre Bruno Retailleau, Jordan Bardella ou Marine Le Pen ? Tu parlais de débordement, ça peut marcher. Rêvons. Je te demande. Non, mais oui, rêvons. Enfin, si tu veux, François Ruffin face à eux, c'est un autre scénario. François Ruffin, c'est mieux ? Je dis pas François Ruffin, je dis quelqu'un qui est issu d'une primaire qui a rassemblé des millions de personnes, qui a des points d'appui dans le pays et qui apparaît comme étant plus central dans la gauche, plus rassembleur dans la gauche. Léa ? Vous parliez de primaire, de sorte à faire pression sur les partis. Donc vous imaginez un dispositif qui s'organise hors parti, je suppose. Et après, j'aurai une deuxième question dans la foulée, s'il vous plaît. Vous savez, à l'intérieur de chaque parti de gauche aujourd'hui, il y a des identitaires et il y a des unitaires. Et il y a des gens qui peuvent être traversés par les deux, un désir d'identité de leur parti et un désir d'unité. Et il s'agit de s'appuyer sur les unitaires de chaque parti. Il y a des partis qui vont venir autour de, ça a été dit, de Lucie Castet, ce qu'elle organise. Il va y avoir du mouvement à gauche. D'accord, mais qui organise cette primaire ? Dans l'idéal, puisque Lucie Castet se propose comme étant notre première ministre putative permanente d'une part, et d'autre part étant un point de rassemblement, un point de convergence de la gauche, des clés peuvent être entre les mains de Lucie Castet. Donc Lucie Castet organise la primaire, vous êtes candidat pour quel parti, quelle étiquette ? Est-ce que cette primaire, ça doit être un candidat par parti ? Je pense pas. Il peut y avoir du débordement. Et ensuite, moi j'ai un autre sujet, c'est comment on répand les idées de gauche dans le pays. Aujourd'hui, on le voit sur le terrain médiatique, il n'y a pas une idée de gauche qui perce.
On est sur la défensive, on est sur le reculoir en permanence. On reviendra après, si vous voulez bien, justement, sur les idées, sur le fond. On avait prévu toute une séquence là-dessus. Je voulais rester sur la primaire et sur la méthode. Je trouve qu'il y a quand même un petit paradoxe à vous entendre et à vous lire dans Libération, parce que c'est surtout ça qui m'a mis la puce à l'oreille, de voir qu'effectivement, vous êtes fervent, vous êtes presque moteur de cette union. Vous dites qu'il faut faire pression sur les partis, qu'il faut un candidat ou une candidate unique pour que la gauche puisse remporter. Et lorsqu'on vous pose la question frontalement, qui va remporter cette primaire, vous dites que c'est vous. Donc, d'une part, vous dites qu'il faut se reposer sur le choix des électoristes et du peuple de gauche, en quelque sorte, des sympathisants et sympathisantes, qu'il faut un débordement. Mais par ailleurs, vous nous laissez entendre que le game est plus ou moins plié. Moi, quand j'entends ça, je me dis c'est paradoxal, il y a une certaine forme de contradiction. Et du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça dit de votre candidature? Qu'est-ce que ça dit de votre méthode et de votre stratégie? D'abord, ce que je dis dans le papier de Libération, c'est j'y vais pour l'emporter. D'accord ? Ce qui est traduit en une, je l'emporterai. Et ma mère m'a écrit un message en disant « Mais c'est pas du tout toi, François. » Voilà, parce que c'est pas du tout dans mon état d'esprit de donner les résultats à l'avance. Par contre, j'y vais pour l'emporter ou je l'emporterai, c'est quasiment la même chose, pardonnez-moi. J'y vais pas pour perdre, ça vous surprend ? Ça vous surprend que je m'inscrive là-dedans et que j'y aille pour gagner? Bah oui, j'y vais pour gagner. Je veux dire, donc 3 fois, déterminé. Quand je vais je me présente en candidature dans la Somme face à un Rassemblement national qui à chaque fois est à l'élection nationale 10 points au-dessus de la gauche à l'élection d'avant, à chaque fois j'y vais pour gagner, j'y vais pour l'emporter, j'y vais pas pour perdre. Donc j'y vais pour gagner. Donc du coup, pour gagner, pour remporter cette primaire, dans cette perspective-là, c'est quoi votre stratégie? C'est quoi votre méthode? D'abord, il y a faire exister cette primaire. Et ensuite, il y a, pour moi, comment on réussit à déborder du cadre de la gauche classique et amener des gens à cette préélection, amener des gens ensuite à la vraie élection qui se reconnaissent plus dans la gauche depuis des années. Vous la définissez comment, la gauche classique? Je dis qu'aujourd'hui, le métallo d'Arcelor, je dis qu'aujourd'hui, la femme de ménage d'Amianor, comme je suis marqué par les rimes, je dis que l'auxiliaire de vie qui se fatigue, je dis que le cariste de Martigues, aujourd'hui, ils n'ont pas comme point de repère automatique la gauche et qu'il faut aller les chercher. Cette gauche classique. Droite. Oui, et c'est pas seulement l'extrême droite, ça peut être l'abstention, ça peut être la résignation, mais ils sont plus là. On les a perdus. Si on ne les retrouve pas, on n'aura pas 51% au deuxième tour de la présidentielle. Vous vous posez en opposition à cette gauche classique. Donc la gauche que vous proposez, elle ressemble à quoi? Je ne me mets pas en opposition. Je dis il faut aller chercher. Alternative. Il faut aller chercher ceux qui nous manquent, ceux qu'on a eus avec nous pendant des décennies et qu'on a perdus. Il faut aller les chercher. Ça veut dire qu'il faut parler aux femmes des ménages et leur dire avec nous, vos heures du matin, elles seront payées double. Ce qui veut dire que l'entreprise, elle aura 2 choix. Soit elle vous réintègre en journée, vous n'aurez plus à vous lever à 4 heures du matin. Soit, vous aurez une meilleure paye à la fin du mois. Ça, c'est de dire à l'auxiliaire de vie, avec nous, il y a une garantie d'avoir le SMIC au minimum, des salaires minimums que vous n'avez pas, avoir des horaires corrects et pas des petits bouts de contrat le matin et le soir, et de parler de ces métiers-là. Et de parler des conditions de vie, d'existence des gens dans leur concrétude et qui sentent que c'est à eux qu'on parle, qui se reconnaissent. Et que du coup, ça fasse qu'ils reviennent dans, normalement, le camp qui est le camp du travail, qui défend les salariés et qui est la gauche. Malek ? Tu dis très souvent que toi, sur ta circonscription, battu 3 fois le Rassemblement national. Si on prend la dernière élection législative de l'année dernière, on peut dire que tu dois un peu ta survie au retrait des macronistes. Il y a une représentante des Jeunes avec Macron, notamment, qui je crois d'ailleurs, contre l'avis de son parti au niveau national, s'est retirée. En quoi tu peux, toi, être justement le grand gagnant avec cette strate et justement avec ton passif sur son territoire? D'abord, 2 fois. La première fois, j'ai gagné en éliminant dès le premier tour de candidat du Rassemblement national, alors que celle qui sortait première à l'élection présidentielle dans ma circonscription, c'était Marine Le Pen. Et on a fait diviser son score par 2 en 1 mois. La deuxième élection, malheureusement, le candidat Raconi s'est tellement ramassé que ça a ouvert la voie à la candidature qu'on a fait 61-39. Alors que à l'élection présidentielle d'avant, à nouveau, c'était Marine Le Pen qui sortait en tête et qui sortait majoritaire au deuxième tour. Donc, saluez ça quand même. Et l'an dernier, sans les macronistes, qu'est-ce qui se passe? Et l'an dernier, on a fait ce qui s'appelle un deuxième tour.
Ça veut dire qu'il faut gagner le premier tour, il faut se qualifier au premier tour, mais oui, au deuxième tour, il faut que, à la place de faire fuir les gens du centre, eh ben, entre eux, ils y vont pas de gaieté de cœur. Et les maires de ma circonscription, il y a un certain maire qui étaient des maires plutôt de droite, mais ils se disent, bah non, entre l'extrême droite et François Ruffin, malgré tout, on choisit François Ruffin parce qu'on choisit un républicain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les séduire, justement, ce centre? Il y a des compromissions quand même à faire, non? Il y a zéro compromission. Je n'ai pas changé quel était mon propos sur le fait qu'il fallait que les salaires augmentent, qu'il fallait taxer les dividendes, qu'il fallait la fin des contrôles d'identité. Enfin, il y a eu zéro changement de proposition. En revanche, je l'ai dit et je l'ai expliqué pour moi depuis des années, et je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais il y a un changement de ton. Je considère qu'il y a un ton qui est un ton d'épouvantail, qui fait fuir les gens, qui les effraie, et il y a un ton qui peut être plus conciliant et qui peut les attirer. Émilien ? Oui, encore une question de cette méthode de la primaire. J'ai vu dans l'interview que vous proposiez 10 idées par candidate. Est-ce que, même si la réponse est un peu évidente, est-ce que c'est 10 idées tout court, ou est-ce qu'il y a un programme sur lequel on se met d'accord, comme le PS l'avait fait en 2012 ? Est-ce que c'est celui du NFP ? Si ce n'est pas celui du NFP exactement, comment est-ce qu'on le renégocie ? Donc finalement, la question, c'est est-ce que c'est le groupe engagé pour cette primaire qui parle à tous les gens que vous évoquez, ou est-ce que c'est chaque candidate qui va elle-même faire ce travail de propagande ? Je l'énonce dans l'entretien à Libération. Pour moi, il y a une base qui est le programme du Nouveau Front Populaire. Il ne s'agit pas d'en faire une Bible, mais enfin, la base, elle est là, et les grandes orientations, elles sont là. Donc on ne touche pas trop. Et ensuite, il peut y avoir des apports personnels, des idées originales, du débat qui est créé autour de ça. Voilà. Et je le redis, il y a quand même un enjeu aujourd'hui à comment on fait pour aller reparler au pays avec des idées de gauche. Parce que pour l'instant, on est dans l'entre-soi, quand on en parle, ou dès qu'on va dans les médias, on est condamné à être sur la défensive. Je pense qu'on va y venir longuement ensuite, mais à venir parler des idées de Gabriel Attal ou de Bruno Retailleau. Eh bien, je pense qu'une primaire, c'est un temps où la famille se rassemble au moins pour débattre ensemble et aller débattre devant les gens partout dans le pays. Et c'est un chemin à retrouver. Est-ce que vous imaginez la possibilité que, comme pour la primaire populaire en 2022, on puisse voter pour des candidats qui ne sont pas candidats, justement ? Je pense que, enfin, je dis, à mon avis, les modalités doivent être le moins folkloriques possible. D'accord. Je souhaite que les candidats aient rassemblé 100 000 signatures. Ah oui, donc vous organisez la primaire, en gros, là. Vous avez des idées quand même relativement claires. Je propose. Okay. Il faut mettre des choses sur la table. Pas de majoritaire. Vous n'arrivez pas les mains vides. Enfin, voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je pose des choses sur la table. Les gens, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. On en discute, mais il y a quelque chose dont on peut discuter. Donc, qui est candidat ? Les gens qui ont rassemblé 100 000 signatures de citoyens, qui ont rassemblé les signatures de 250 maires. Voilà. Pourquoi ? Pour que ça soit pas une primaire folklorique. Mais je redirais que faut retenir une leçon quand même de la primaire populaire. Malgré son côté bricolé amateur, à la fin, il y a 500 000 électeurs. 500 000 participants à la primaire populaire, oui, effectivement. Et alors que, oui, c'était difficile de faire plus, disons, contenu. Alors, je suis d'accord, 500 000, c'est assez impressionnant pour un truc organisé de bric et de broc. Ceci étant, on a vu le résultat, c'est-à-dire une candidate qui n'a pas eu les 500 signatures de maire. Et in fine, parce que j'en ai été, un communiqué qui appelle à voter Jean-Luc loin du... Imaginez, c'est ça qui arrive. Vous ne seriez pas très content quand même. Si jamais il y a des points d'appui dans les partis et qui vont arriver, et il y en aura, c'est pas si jamais il y aura. S'il y a déjà le maire de Montreuil, Patrice Bessac, qui a dit « moi je suis pour qu'il y ait une primaire », il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'ils sont pour une primaire. Donc ça veut dire que les 500 000, on va largement les dépasser. On sera à 1 million, on sera à 2 millions de personnes. Moi, on part à une candidature à la présidentielle avec 2 millions dans une base de données, 2 millions de numéros de téléphone et 2 millions d'adresses mail. Ça fait déjà un bon point de départ en termes de logistique. Il y a autre chose. Vous organisez, moi je suis pour une primaire physique. La primaire populaire, c'était juste sur Internet. Maintenant, je pense qu'il faut toujours... offrir aux gens... Mais il faut des moyens aussi financiers de les organiser quand même. Il faut une ambition. Et une ambition, c'est... L'argent, vous allez chercher. L'ambition, pour moi, c'est un bulletin de vote, un bureau de vote par canton. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits entiers où la gauche a disparu. Eh bien, au moins, les gens de gauche se rassemblent pour organiser ça et qu'on ait un bureau de vote physique par canton. Et vous retrouvez un maillage du territoire. Il faut voir de quel point on part.
Mais tout ça, ça ne se fera pas sans vous, en fait. L'enjeu pour moi, le seul enjeu, c'est comment je remets les gens qui sont là, les gens qui sont derrière leur écran, comment on leur redonne un peu la main. Les 2 millions, là, le mailing de 2 millions, c'est basé sur quoi? C'est sur... C'est un objectif. C'est un objectif, je dis. La primaire populaire a fait 500 000 de manière un peu bricolée. Enfin, il faut leur rendre hommage à la limite. Mais je pense que si on s'organise un peu plus en amont, qu'on pose des dates et ainsi de suite, on peut arriver à 2 millions. Et moi, ma question, en fait, elle est permanente, c'est comment je remets les gens. Il y a 9 millions de personnes qui sont allées voter. Et le 7 juillet au soir, c'est terminé. C'est les 4 chefs de parti qui se réunissent et qui se mettent en accord-désaccord pendant 15 jours pour enfin aboutir à une première ministre. Et depuis ce temps-là, où est la voix des 9 millions de personnes? Elle a disparu. Il s'agit de trouver le chemin qui les remet dans le jeu. Et on n'aurait jamais eu l'union l'an dernier quand même. Alors j'ai sauvé ma peau, mais c'est pas seulement moi qui ai sauvé ma peau entre guillemets, parce que vous savez, je peux avoir une vie, revenir à mon métier que j'adore de journaliste sans problème. Mais j'ai sauvé mon siège et surtout ça n'a pas été conquis par le Rassemblement national. Mais c'est le cas pour moi, c'est le cas pour plein de personnes dans le pays. Vous auriez une majorité Bardella dans l'hémicycle si il n'y avait pas eu cette union des forces de gauche le 9 juin soir. Pourquoi elle s'est produite? Elle ne s'est pas produite parce que les partis l'ont bien voulu. Elle s'est produite parce qu'en 24 heures, il y a eu 400 000 personnes qui ont signé une pétition, parce qu'il y a eu des manifestations devant le siège des partis et que ça a mis une pression. Mais quand je dis Front populaire, c'est que je me souviens du Front populaire de 36, en 34. Comment il y a le premier chemin vers l'Union, il y a un cortège place de la Nation avec des gens de la CGT et des gens de la CGTU, c'est-à-dire des socialistes d'un côté, des communistes de l'autre, et qui dans les deux cortèges se mettent à crier unité, unité, unité. Et c'est cette pression populaire qui amène à l'union. Donc si jamais, moi aujourd'hui, le souci, c'est pas que les chefs de parti répondent. Je vois des titres. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en branle dans le pays? Alors, ça va plaire à Adèle que je dise mais en branle. Ouais, bon. Ça va beaucoup la faire marrer. Non, mais tu dis, et je comprends ton idée de dire il faut la primaire la plus large possible, évidemment, donc de Poutou à Hollande. Ok, moi j'en vois 2 énormes absents de cette primaire d'entrée de jeu. C'est Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Est-ce que le but de cette primaire, c'est de choisir le 3e homme? On est à ce point-là. On verra comment les choses évoluent, selon qui se met dedans, selon quelle est la pression qui existe. Tu penses que Raphaël Glucksmann ou Jean-Luc Mélenchon peuvent? Oui, je pense que Raphaël Glucksmann, oui. Jean-Luc, ça sera plus compliqué. Voilà, bon. Oui. Moi, je dis la porte est ouverte, mais ça sera plus compliqué. On reprend le scénario de la primaire populaire. Vous vous retrouvez, admettons, faisons un peu de politique fiction, moi j'aime bien ça m'amuse pas mal. Vous vous retrouvez candidat de cette effervescence et de cette primaire de la gauche. Jean-Luc Mélenchon décide tout de même de se présenter. Vous sentez que finalement ce que vous portiez, à savoir l'union de la gauche, cesser la division, etc., est quand même en contradiction avec le fait de garder votre candidature. Est-ce que, comme Christiane Taubira, vous appelez à voter Mélenchon ? Est-ce qu'on va avoir une oui ou non? Est-ce qu'il va y avoir mais la question non. Est-ce qu'il va y avoir une candidature commune où c'est possible? Est-ce qu'il y aura une candidature unique de la gauche en 2027? Non. Mais je vous dis, avec 2 candidats, on a encore des chances de se qualifier pour le 2e tour. Donc en fait, vous seriez peut-être moteur de cette désunion finalement, alors que l'ambition initiale est d'être dans l'union. Si on y va comme ça, vous n'aurez pas 2 candidats, vous en aurez 5. D'accord? Et c'est peut-être un minimum, 5. Donc là, le sujet, c'est comment on fait pour qu'au moins, il y ait une chance d'accéder au 2e tour. Et je ne sais même pas si une candidature unique est absolument souhaitable. Mais en revanche, il y aura match. Il y aura match parce que Jean-Luc, il a sa légitimité issue de son score de la dernière fois et qu'il ne s'agit pas de contester. Et qu'en revanche, je dis, en cas de 2e tour, que c'est la défaite assurée. Et il y aura match parce qu'il y aura un candidat issu de cette primaire, qui aura 2 millions de personnes qui auront voté pour lui, en tout cas qui constitueront une base. Et ensuite, il y aura un match pour jouer les demi-finales avant de jouer la finale. On t'a interrogé en tant qu'initiateur et premier candidat à cette primaire. Maintenant, on aimerait aussi t'interroger sur le candidat à l'élection présidentielle. On te connaît, François Ruffin, on te connaît sur ton discours sur les exclus de la société. T'es assez bien identifié dessus. On te connaît un peu moins bien sur les questions sociétales, alors que se pose la question en ce moment de la fin de vie, alors que des questions se posent sur les discriminations.
c'est quoi ta candidature sur les questions sociétales? Où est-ce que tu veux emmener la société? Ouais, vous savez, la question, c'est pas soit tout seul comme président de la République, c'est quelles sont les forces sociales qui vont l'appuyer. Mais moi, je vais porter, comme je pense que c'était la 4e mesure, puisque moi, les 10 mesures, je les avais faites dans ma circonscription. La 4e mesure, c'était la fin des contrôles d'identité. Donc voilà, on pose une direction qui dit il n'y a plus de contrôle d'identité, il n'y a plus de demande de papier quand il n'y a pas de délit qui est constaté. D'accord. Ça, c'est une chose. Après, moi, je me positionne pour le changement de genre possible en mairie, sans avoir à passer devant un tribunal. J'ai pas de difficulté à dénoncer des choses qui sont, pour moi, des évidences à gauche. Malek? J'attendais ce moment où on allait pouvoir parler justement du modèle que tu nous proposes. J'ai du mal en fait à avoir une vision globale et c'est pour ça que c'est bien de t'entendre. On est d'accord, pas d'accord. On a Jean-Luc notamment qui parle de Nouvelle-France, qui le théorise, qui l'explique. Toi, ta divergence avec LFI, ça a toujours été de dire, je te cite, les bourgs et les tours. Ok ? Et moi, malheureusement, quand je t'entends, j'ai très souvent de t'entendre parler pour les bourgs et les bourgs. Si tu dois parler autour, qu'est-ce que je dois entendre? Parce que laisse-moi te dire que quand tu me parles de mesures sur les contrôles d'identité, je suis très content, je me suis encore fait contrôler lundi soir. Franchement, je serais le plus heureux du monde. But le problème est systémique, il est beaucoup plus grand que ça. Qu'est-ce que tu nous proposes comme modèle de société? Moi, je suis bonheuriste. Ça veut dire que je pense qu'il faut remettre le bonheur... comme Fabien... Il faut remettre le bonheur comme mot qui ne soit pas interdit en politique, idée neuve en Europe. Je le dis parce qu'il faut voir le moment qu'on traverse. Le moment qu'on traverse est un moment d'obscurité. Et où il y en a qui ont pour projet de mener la société vers des temps plus obscurs. Et c'est énoncé par... Alors on a Trump, on a Musk, mais l'idéologue, c'est Javier Milei, qui vient nous dire... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le Nord écrase le Sud, il veut que les hommes écrasent les femmes, il veut que les Blancs écrasent les racisés, et il nous dit qu'il faut revenir en arrière sur la Révolution française, les Lumières, et même l'humanisme de la Renaissance. Moi, je pense qu'il nous faut renouer avec l'humanisme de la Renaissance, les Lumières, la Révolution de 1789, qui pose comme principe qu'il doit y avoir une possibilité de bonheur pour chacun. Il y a un obstacle au bonheur qui est quand même très régulièrement le porte-monnaie. Donc c'est les questions sociales, les questions de salaire qui ne doivent pas être négligées. Et il y a des obstacles au bonheur qui sont les discriminations sur la couleur, sur la religion, sur le genre. Ces discriminations-là, elles existent, elles doivent être levées. Alors après, on peut y aller vers une mesure. Mais en tout cas, l'orientation qui est donnée, c'est celle-là. Et moi, maintenant, ma question... et je pense que tu t'attends à cette question, parce que de toute manière, si je ne te la pose pas, je commets un impair. À l'automne dernier, tu as parlé d'une honte sur le fait de parler différemment au centre-ville d'Amiens qu'aux Noirs et aux Arabes d'Amiens Nord. Si je veux, moi, encore une fois, t'amener sur le modèle de société que tu me vends, et sur, justement, moi, je suis OK pour les bourgs et les tours, à condition que le « et » soit en majuscule. Comment tu me parles à moi si je suis un jeune, justement, d'Amiens Nord et que tu veux me vendre ton projet de société? Parce que, encore une fois, le bonheur, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? François Ruffin. Ouais, d'abord, le bonheur, tu sais, quand on regarde quelles sont les priorités des Français en quartier populaire ou en dehors des quartiers populaires, les 5 premiers thèmes qui viennent sont les mêmes. Le logement, la santé, le travail, l'éducation. Et c'est sur le 6e thème qu'il y a une différence qui apparaît, puisque d'un côté, c'est la police en quartier populaire, et de l'autre côté, c'est l'immigration. Donc la question, c'est, est-ce qu'on centralise sur ce qui va déchirer le pays, ou bien sur ce qui va, sur tout ce qui peut le rassembler, sur la masse de ce qui peut le rassembler? Si tu centralises, alors pourquoi tu avais deux tracts différents? D'abord, malheureusement, tu sais, c'est pas moi seulement qui mettait pas, et c'est pas pour l'année dernière, c'est pour il y a des années, d'accord, qui mettait pas la photo de Jean-Luc Mélenchon dans les campagnes, parce que ça ne passe pas, ça ne passait plus, ça marchait pas, et il y a des tas de candidats qui se sont retrouvés à faire la même chose, parce que ça ne passait plus. T'as des noms? Mais il y en a des noms qui sont parus dans la presse, je ne vais pas livrer les camarades, okay. Mais voilà, malheureusement, vous regardez le résultat des dernières élections législatives, regardez où est-ce que les députés insoumis se sont fait dégager, c'est dans tous les endroits de campagne. Après, la stratégie de la France insoumise, c'est de mettre le paquet sur les quartiers populaires. Mais très bien, mais comment moi je dis la Nouvelle-France, moi je veux la France en entier.
D'accord. Moi, si tu me théorises et que tu m'expliques, tu me déroules la France en entier. Il faut la France en entier. Moi, je veux les quartiers, mais je veux le reste aussi. Je peux pas accepter que dans une région comme la mienne, qui est de tradition communiste, socialiste, de pendant un siècle, on a envoyé des députés de gauche à l'Assemblée nationale, hors centre-ville, je suis le dernier député de gauche de tous les Hauts-de-France. Je lutte contre ça. Je lutte pour que la gauche, elle reste ancrée dans des terres populaires qui sont pas seulement les quartiers. Et je le dis en menant la même campagne en 2024 dans les bourgs et dans les tours. Léa ? Vous parliez tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'assez fondamental, et on en parlait avant votre arrivée en plateau, la question du débat public et voilà, de ce qui va se passer en 2027. Quelle va être la gueule du débat, hein, pour le dire un peu clairement. Vous dites qu'il faut reprendre la main sur le débat public, que c'est fondamental. J'ai le sentiment que ça fait quand même pas mal d'années qu'on échoue, et je dis la gauche, parce que par ailleurs, les forces médiatiques, entre autres, mais aussi financières, etc., ne sont pas forcément en notre faveur. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on reprenne la main du débat public ? Vous savez, il y a des occasions qui sont manquées. Il y a des fois où on perd sur notre propre terrain. Pour moi, en 2022, le débat, il est sur notre terrain. On est dans l'après-crise Covid. La crise Covid a montré le caractère essentiel d'invisibles dont on ne parlait pas auparavant. Il pouvait y avoir, sur les métiers que j'ai cités précédemment, quand je disais auxiliaire de vie, femme de ménage, cariste, camionneur et ainsi de suite, il pouvait y avoir une grande campagne qui cible, qui mettent ces métiers-là en lumière, et c'est des métiers que vous alliez à la fois dans les bourgs et dans les tours. Je suis d'accord. Ça n'a pas été fait, alors que le terrain, il était fécond pour ça. Donc, il y a toujours une bataille. D'habitude, je viens avec un bouquin, je viens avec un film. Pourquoi ? Parce que dans les médias, c'est le moyen d'amener le débat sur votre propre terrain et pas aller jouer sur le terrain de l'adversaire. Et donc, le sujet, c'est comment on fait, et moi, pour poser un certain nombre de questions qui sont des questions de gauche et qu'on va pouvoir amener dans le débat public. Mais je crois que c'est déjà possible de déplacer le débat public et de ne pas considérer comme une fatalité qu'il va y avoir que les propositions de Bruno Retailleau qui vont être discutées. Et celles-là, il faudra les affronter. Alors, c'est pas impossible, ça c'est sûr. Ce n'est pas évident pour autant. C'est un combat. Effectivement. Parce que, on voit bien que sur les dernières élections, ça a un peu échoué, pour le coup. Est-ce qu'il ne faudrait pas une proposition forte, un peu comme le revenu universel ? Je me souviens de Benoît Hamon, c'était quand même une proposition qui avait été pas mal débattue et qui lui avait permis de se positionner, bon, avec le score qu'il a fait, certes, mais tout de même, ça avait permis pendant un temps de mettre ça sur le devant de la scène. Est-ce que vous avez, parmi vos 10 propositions, d'ailleurs j'aimerais bien les connaître si elles sont déjà prêtes, une proposition phare qui pour vous pourrait être fédératrice, mais qui pourrait effectivement permettre à la gauche de reprendre la main sur le débat public. Mais, dans le débat public. Je ne vais pas vous la livrer ce soir, d'accord ? C'est dommage. C'est dommage. Je peux vous livrer des choses qui me paraissent être de nécessité publique. Mais vous voyez, une proposition comme le revenu universel, il faut quand même mesurer avant de la porter si elle passe ou non dans les classes populaires. Et elle n'est pas passée. La question du travail, de vivre de son travail, de bien vivre de son travail et de non pas en survivre est une question qui demeure clé dans les classes populaires de notre pays. Et le revenu universel n'est pas passé. Donc moi, je pose la question, je pose des principes en tout cas. Bien vivre de son travail et bien en vivre. La question de donner un sens à son travail. Ça suppose la démocratie au travail, par exemple. Moi, je suis pour une extension de la démocratie. Qui ne doit pas être, vous savez, il y avait un gilet jaune sur lequel il était marqué faire l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle, voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. Je pense qu'il doit y avoir une consultation. Voilà, on a été servi quand même. Si je propose l'idée d'une primaire, c'est que je pense qu'il doit y avoir des consultations qui doivent être beaucoup plus régulières et qu'il doit y avoir le référendum d'initiative citoyenne, mais par exemple, qu'il y ait de la démocratie dans l'entreprise. Délibératif ou pas ? Tout. Les 4 modalités. Bon, je ne vais pas vous les réciter, hein, mais... non, mais ouais, on en parlait, on en parlait avant dans l'émission. Moi, je suis favorable à ce qu'on offre ce nouvel outil-là au peuple. Je le dis comme ça. Il y a une question du rapport entre le politique et la société, entre le pouvoir et la société. Est-ce qu'on pense que le pouvoir, parce qu'il y a Ruffin, un bon copain, une bonne copine qui est à l'Élysée,
que même il y a du monde d'humanistes, de féministes, d'antiracistes, d'écologistes dans les ministères et à l'Assemblée. Est-ce qu'on pense que comme ça va suffire pour changer la société? Je vous dis, j'y crois pas. Je crois pas à ça. Je crois qu'on arrive à changer la société avec la société. Il y a des grands moments où on arrive à faire des choses parce qu'on a fait mûrir la société. Donc il faut remettre à plat la Constitution, il faut une nouvelle Constitution, une Assemblée constituante. Qu'est-ce qu'il faut? Le Front populaire, ça a marché, pas parce qu'il y a seulement parce qu'il y a une victoire dans les urnes, parce qu'il y a eu un mouvement dans la rue. C'est comme ça qu'on a eu les 40 heures et les congés payés. Quand Ambroise Croizat fait la sécurité sociale en 1945, qui est une espèce d'utopie réelle, pourquoi il peut le faire? Il aurait été traité de fou sinon, mais pendant un demi-siècle, il y a eu des mutuelles, il y a eu des fédérations, il y a eu des caisses d'entraide qui a construit du déjà là, qui a fait qu'il y a eu des déjà là dans cette société, qui fait qu'il n'y avait plus que, entre guillemets, le fruit à cueillir, mais il était déjà mûr. Il y a des fruits qu'on doit faire mûrir. Quand, par exemple, on fait une proposition de loi sur les vacances avec des membres de tous les groupes parlementaires pour dire, voilà, tous les gamins doivent pouvoir partir en vacances l'été, être encadrés, et ainsi de suite. Le fait de dire qu'à Trappes ou à Poitiers, ils le font déjà en payant 10 €, ça fait que les gens ils nous écoutent, ils disent mais c'est pas des fous, s'ils le font à Trappes et à Poitiers, pourquoi on ne pourrait pas le faire partout ailleurs dans le pays? Donc je pense qu'on doit considérer que le pouvoir politique, il est là non pas pour inventer la société, mais il est là pour permettre aux meilleurs de la société d'accoucher. Or aujourd'hui, on a des dirigeants politiques qui sont là pour faire accoucher la société de son pire. Ah ouais, du coup, va vraiment nous expliquer la méthode. Parce que c'est intéressant, je ne dis pas. Comment faire? Faites quoi, une grande consultation citoyenne? Je vous explique pas seulement la méthode, je vous la mets en œuvre. Quand j'essaye de mettre les gens en mouvement autour d'une primaire, c'est la première étape d'un réchauffement du pays. Je me demande qu'est-ce qu'il y a d'autre pour remettre les gens en branle et pour faire qu'ils se saisissent de quelque chose. Mais évidemment, il va falloir qu'il y ait des manifs. Parce qu'en face de nous, quand on aura le pouvoir, il va y avoir le Sénat qui va venir dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Il va y avoir le MEDEF qui va venir dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Il va y avoir la Commission européenne qui va venir dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Et le seul moyen de lever ces obstacles-là, ça sera le peuple. Ça sera le peuple en manif, mais ça sera le peuple... par exemple, il nous faut des états généraux de la fiscalité. Voilà. Et derrière, si ça bloque, il nous faut un référendum qui dit « oui, vous avez raison ». Mais la seule manière de faire lever les obstacles et qu'on n'ait pas des micro-changements, mais qu'on ait des grands changements, ça sera un appui populaire, ça veut dire un appui aussi sur ceux qui font, les associations font, les élus locaux font, il y a les syndicats qui font. Il faut qu'on réchauffe la société et qu'on fasse traverser ça d'une espérance. La gauche ne gagne pas à froid, mais elle change encore moins la société à froid. Émilien? Oui, j'ai une question sur les sujets pour lesquels vous êtes le plus identifiés, les questions de travail, et sur le côté structurel un peu des propositions. J'ai entendu ce que vous disiez sur, par exemple, la question des horaires des femmes de ménage, et effectivement, je nie pas du tout le côté très important, concret, immédiat des changements pour elles. Mais la question, c'est est-ce que c'est pas un peu pansement? De même, parler de démocratie d'entreprise, je crois que vous proposiez 1/3 de salariés dans les conseils d'administration. Ça reste minoritaire. La question, c'est quoi la grande transformation structurelle dans le monde du travail qui change la structure, on va dire, de l'économie, tout comme du point de vue social, la sécurité sociale a pu être en 1945. Alors, je veux dire, la démocratie dans le travail, pour moi, je vois la démocratie, parce que je crois vraiment que c'est la remise, on sortira la société de sa torpeur seulement si on remet les gens avec du pouvoir entre les mains. C'est pour moi une démocratie par le haut. Je dis 1/3 de salariés au conseil d'administration, mais je dis 1/3 d'ONG, d'élus locaux, de représentants d'associations de consommateurs et ainsi de suite qui viennent représenter des intérêts différents, et 1/3 de représentants du capital. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on a des multinationales aujourd'hui qui ont un poids considérable sur leur territoire, sur les sous-traitants, sur l'économie en général, et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas que 100% du pouvoir soit laissé simplement aux détenteurs du capital. Bon, ça c'est une chose. Mais je dis démocratie par le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne dans son atelier, dans son bureau, à raison d'une demi-journée par mois, il y a la possibilité de se réunir sans sa hiérarchie, c'est pas la possibilité, avec ses collègues, et de décider de qu'est-ce qui va pas dans l'organisation, et de faire remonter ça. Avec un pouvoir contraignant. De manière à ce que les gens retrouvent la parole
Vous savez, faut voir de où on part. Hein. Oui, Moi, oui. je veux bien peindre une société idéale. Moi, j'ai un enjeu. J'ai un enjeu, c'est que ça fait 40 ans qu'on est dans le grand bond en arrière. D'accord ? Et ça s'accroît là avec un grand bond en arrière réactionnaire. Donc, je souhaite montrer un vaste horizon, mais simplement, si on pouvait mettre le coup de talon au fond de la piscine, si on pouvait remettre la société dans le sens de la marche avant plutôt qu'en permanence dans le sens de la marche arrière, j'en serais déjà bien content. Vous voyez ? Et simplement, le droit à la parole, les gens se taisent. Il faut comprendre que les classes populaires ont peur. Elles ont peur. Elles ont peur dans leur quotidien, et elles ont peur en particulier sur le lieu de travail. Et la possibilité d'ouvrir sa bouche, simplement, de dire des choses sur son travail, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc il y a un espoir, c'est un espoir que je formule. Vous connaissez le beau texte de Simone Veil quand elle était dans les usines automobiles au moment du Front populaire. Elle dit, à ce moment-là, c'est comme si ce qu'on avait comprimé pendant des années et des années, d'un seul coup, c'était un ressort et un ressort d'espérance qui se levait. Je cherche le chemin qui va permettre de faire sauter ce ressort d'espérance. Un autre sujet dont on a déjà parlé dans la première partie de cette émission, c'est la situation humanitaire catastrophique à Gaza, la volonté d'occupation, voire de destruction de la bande de Gaza par Benyamin Netanyahou et son gouvernement. On voulait t'interroger sur ce sujet aussi, notamment qu'est-ce qui t'a fait évoluer sur ta position sur la qualification du génocide. En décembre dernier, tu disais, je cite, on n'en est pas là. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, d'abord, c'est la qualification par les instances internationales elles-mêmes. La rapporteure des Nations Unies a évolué sur la question et passé de risque génocidaire à génocide directement. Amnesty International également. Et donc, mais vous savez, au-delà de la qualification, je veux bien, mais il y a, et ce que je réclame, parce que là, depuis le début, qu'il y ait des sanctions. C'est ça. Alors lesquelles on cible qui ? On pour cible moi, qui si on fait des sanctions sur Israël ? Déjà, la remise en cause, je suppose, de l'accord de... Je suis pour un embargo sur Israël, comme on l'a fait sur l'Afrique du Sud le temps de l'apartheid, tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu. Je suis pour que, pour tous les soutiens du gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui soient culturels, parce qu'on a vu ce chanteur venir même projeter des odes à l'armée israélienne en plein cœur de Paris il y a 48 heures maintenant, que les soutiens de Benyamin Netanyahou, qui soient sportifs, qui soient culturels et encore davantage politiques, soient privés de visa pour le territoire européen. Je dis, moi, de mon côté, j'ai été privé de visa. Je devais aller en Israël et en Palestine pour rencontrer des amis de gauche là-bas des deux côtés. Eh bien, on nous a interdit d'y aller. Pourquoi on leur permet à eux ? Je suis pour qu'il n'y ait pas la possibilité pour Benyamin Netanyahou de survoler le territoire, l'espace aérien français. Or, on lui a permis ce survol du territoire français. Donc, il y a des mesures très concrètes, très directes qui peuvent être prises par la France. Évidemment, je suis pour qu'on ait une résolution aux Nations Unies qui dise cessez le feu à Gaza et qui dise fin des colonies en Cisjordanie, et que ce soit la France qui réclame cette session extraordinaire du Conseil de sécurité. Je suis évidemment pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous savez, je rencontrais l'ambassadeur de Palestine en Espagne, puisque j'avais fait un voyage là-bas l'an dernier, puisque c'est l'un des premiers pays qui a reconnu, qui a émis le souhait de reconnaître la Palestine comme État. L'ambassadeur de Palestine me disait, faites tout pour que la cause de notre pays ne soit pas la cause d'un camp, ne soit pas la cause d'un parti, mais soit la cause de toute l'humanité. Et je crois que c'est à ça qu'on doit œuvrer. Malek ? Je veux vraiment qu'on revienne sur cette bascule, sur le mot génocide, parce qu'en réalité, désolé de te dire qu'en décembre dernier, juridiction internationale, organisation parlait déjà de génocide. Et en réalité, le fait que tu bascules, moi je le vois, c'est bienvenu et merci. C'est peut-être un peu tard, mais merci. Mais je vois que tu es dans ce mouvement où même le président de la République est en train d'évoluer sur le sujet. Moi maintenant, sur les sanctions, j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins tout le monde est plus ou moins d'accord sur la demande des sanctions. Maintenant, c'est comment déjà on les met en place. Mais surtout, explique-nous d'où vient justement cette bascule, parce qu'il y a un an, on t'entendait pas comme ça, François, pour être honnête. Tu m'entendais sur la même chose, sauf sur la qualification. Mais je dis la même chose. Mais même le 7 octobre, d'accord ? Le 7 octobre, le jour des attentats
terroristes commis par le Hamas, je dis ma compassion pour les victimes, mais je dis attention, ce qui va arriver pour les Palestiniens avec ce gouvernement d'ultra-droite, pour les populations civiles palestiniennes, c'est le pire qui puisse arriver. C'est vrai, François, mais sur les élections européennes, par exemple, alors que c'est aussi un sujet européen, sur les élections européennes, tu reprochais aussi un petit peu à la France insoumise de parler de Gaza, là où les autres, d'ailleurs, ne le faisaient pas. Je n'ai jamais reproché à la France insoumise de parler de Gaza. Je dis simplement qu'il doit y avoir d'autres thèmes aussi. Comment on s'adresse au pays, comment on fait pour que le pays tout entier se reconnaisse. Et donc, il y a évidemment... J'ai fait 157 tweets pour dire mon indignation face à ce qui se passe en Palestine, avec un évident désir que non seulement il y ait un cessez-le-feu, je veux dire, j'ai reçu des comités populaires de Palestine, j'ai soutenu l'UNRWA quand ils avaient leur interdiction d'accéder à la bande de Gaza. Voilà, donc maintenant, je l'ai fait depuis le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, en me disant, il ne doit pas y avoir d'hémiplégie dans l'humanité. Les larmes d'une mère palestinienne valent les larmes d'une mère israélienne. On est d'accord. Moi, je demande simplement à ce qu'il y ait cette pleine humanité. Et je vois parfois une demi-cécité. Léa ? Moi, je voulais revenir un peu sur vous, Président, et du coup, j'élargis un peu aux questions internationales parce que je trouve ça assez intéressant, parce que c'est quand même une chasse gardée un peu du Président de la République. Déjà, première question, vous, aujourd'hui, à la place d'Emmanuel Macron, par rapport à ce qui est en train de se passer, et on peut le qualifier de génocide sans avoir peur, à Gaza, qu'est-ce que vous faites, très concrètement? Genre vraiment, quelles sont les actions que vous mettez en place? Et par ailleurs, quelle est votre position sur un certain nombre de sujets, notamment internationaux, par rapport... vous avez parlé pas mal des barrières douanières, en étant plus ou moins favorable à avoir une riposte assez forte face à Donald Trump, et pourquoi pas remettre des tarifications douanières, etc. Voilà, quel est un peu votre projet géopolitique, en quelque sorte? Il y a deux choses différentes quand même qui sont... Mais je vais vous le redire. Je veux dire, Emmanuel Macron a toutes les cartes en main pour mettre au moins sur les marchandises françaises un embargo sur... En fait, ce qu'on fait sur Poutine et l'Ukraine face à la Russie, qu'on fasse la même chose sur Netanyahou et Israël. Qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Parce que le deux poids, deux mesures, il a des conséquences multiples. D'abord, évidemment, c'est un abandon de la population gazaoui, dont il faut dire aujourd'hui, c'est pas seulement 2 millions de déplacés, c'est 2 millions d'affamés qu'on est en train de construire. Et entre ce qu'on compte, on compte tous les jours le nombre de personnes tuées sous les bombardements. Malheureusement, ça va être la pointe apparente d'un iceberg, parce que ce qui va tuer les gens, ça va être les maladies, ça va être la difficulté d'accéder à la nourriture et d'accéder aux médicaments. C'est déjà le cas. Ce qu'on a fait pour la Russie, on peut le faire, et on doit le faire, parce qu'il y a cette première conséquence-là, une deuxième conséquence. Que vaut la voix de la France, mais que vaut la voix de l'Occident dans les pays du Sud, qui aujourd'hui se disent, attendez, ils nous disent qu'il faut intervenir face à Poutine, qu'il faut que c'est une grande affaire, et ils font rien face à Gaza. Et moi, j'ai un souci de paix civile aussi, de paix civile dans notre pays, où on a à la fois la première communauté juive d'Europe et la première communauté musulmane. Ça veut dire que si jamais le président de la République, si jamais le gouvernement, il montre pas qu'il est juste sur une affaire comme celle-là, eh bien, ça crée des tensions intérieures à notre pays. Et donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, Emmanuel Macron a des leviers pour agir. Je l'ai dit, il peut embargo sur Israël, refus de visa pour les soutiens du gouvernement de Netanyahou et session extraordinaire devant les Nations Unies, tout en continuant à réclamer la libération des otages du Hamas. En attendant la primaire et l'élection présidentielle, pardon, excusez-moi, le libre-échange. Alors, si je pars sur le libre-échange, là, on est parti pour longtemps, mais allons-y. Une dernière question, vas-y. Si vous pouvez faire court sur votre vision du libre-échange, parce que c'est vrai que je vous ai entendu sur France Inter récemment en disant qu'il fallait clairement remettre en place des tarifs douaniers, qu'il fallait une réponse assez forte à ce qu'était en train de faire Donald Trump. Voilà, je voulais avoir un peu votre avis. Et dans l'Union européenne, parce que du coup, ça a aussi une conséquence sur la place de la France au sein de l'Union européenne. Je veux vous dire que ce que je raconte le plus souvent, c'est pas comme si je l'improvisais dans la semaine qui précède, parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie avant de faire de la politique, et j'ai eu 20 ans pour écrire des bouquins tous azimuts. Et donc, il y a une constante chez moi.
oui, je souhaite des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation. Si, et c'est même pas à l'égard des États-Unis. En vérité, aujourd'hui, le gros souci, il demeure à l'égard de l'Asie et en particulier de la Chine, qui est en surcapacité de production, déjà, et qui là, en plus, va se voir fermer le marché américain et va faire rebasculer toutes ces marchandises sur le continent européen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a eu la fermeture de la dernière usine de fabrication de panneaux voltaïques, Photowatt. D'accord? Normalement, c'est une industrie d'avenir, nécessaire pour l'écologie. Eh ben, notre dernière usine a fermé, c'est pareil en Allemagne. Mais c'est à peu près toutes les usines qui souffrent de cette manière-là. Et ça va être pire dans les temps à venir. Oui, je considère que face à ça, il nous faut des régulations. En fait, que le libre-échange est une machine à dumping. C'est une machine à dumping social, c'est une machine à dumping fiscal, c'est une machine à dumping environnemental, et même c'est une machine à dumping démocratique. Pourquoi? Parce que c'est comme si les multinationales mettaient en permanence un couteau sous la gorge des gouvernants en disant « Mais attendez, si vous relevez vos normes environnementales, si vous nous taxez plus, on va partir. » Eh bien oui, contre ça, je demande à l'Union européenne d'avoir une politique de protection. Vous savez, même je crois que le verbe « protéger » est le verbe qu'attendent le plus les Français. Moi, je voudrais qu'on soit les protecteurs. Je pense que protéger, c'est important. Et ensuite, il y a ce qu'on peut faire au niveau français. Au niveau français, je pense qu'on peut faire un Buy French Act, que la commande publique soit dirigée en priorité. Choose France, c'est bien aussi. Non, Choose France, alors vous voyez, Choose France, c'est attirer le capital américain. On a déjà un tiers de nos industries qui est aux mains d'actionnaires anglo-saxons. Est-ce qu'on pense qu'il en faut plus? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en revanche, on a 2000 milliards d'assurance vie dans notre pays et que la grande question d'Emmanuel Macron devrait être de se demander comment on fait pour mobiliser le capital national, pourquoi faire, dans quelle direction. Malek? Je voulais aussi qu'on parle de François Ruffin, député, parce qu'avant d'être futur président de la République, il y a quand même un mandat de député à finir. Alors, tu fais partie de ce qu'on a appelé communément les purgés, je mets des guillemets, et depuis tu sièges dans le groupe écologiste et social, puisque le nom du groupe a changé. Comment ça se passe dans le groupe? Comment ça se passe depuis un an? D'abord, je tiens à dire que je me suis auto-purgé. Hein, j'ai fait un choix. T'as appuyé sur le bouton. Voilà. Okay. Donc, je veux dire, le souci aujourd'hui, c'est le rôle de l'Assemblée nationale, mais qui était déjà un souci auparavant. Pour le coup, elle revient sur le premier plan, là, l'Assemblée. Alors, on a je dis la chance d'avoir le projet de loi fin de vie aujourd'hui, parce que c'est un vrai projet et qui interroge sur le sens de la vie, de la mort. Bon, et donc il y a un projet intéressant. Mais hors dehors de ça, Jean, tu regardes les textes qui passent à l'Assemblée. Non, mais je suis d'accord, c'est pas dingue. Non, mais c'est pas dingue. Je veux dire, posons les choses autrement. C'est que le monde est dans un temps de bascule, que la France a de grandes questions à régler. Et c'est même pas qu'elles ne sont pas tranchées à l'Assemblée, c'est qu'elles n'y sont pas débattues. La question du libre-échange, dont je considère que ma réponse, ça, c'est dans le budget, elle va pas de soi. Débat, mais comme le budget, il n'y a pas de question de libre-échange dans le budget. Et le budget, il passe par 49.3. Et on doit attendre l'automne. Bon, les questions de est-ce qu'il faut du réarmement, les questions de démographie. Le pays est en train de vieillir. Comment on se prépare face à ça? Le président nous a dit faites des gosses. Oui, mais c'est une. Voilà, tu vois, j'ai produit. Tu me demandes, François Ruffin, député, j'ai reproduit un rapport sur la politique familiale parce que je considère que les questions démographiques, c'est des grandes questions. Emmanuel Todd avait prévu la chute de l'URSS en regardant les indices démographiques à la fin des années 70. Hein. Donc, c'est une grande question. Il n'a pas. Bon, bref, Emmanuel Todd, quoi. Mais oui, ok. Démographe. Donc, quand il parle de démographie, ça va. Mais aujourd'hui, il y a 2,4 enfants désirés par femme. Il y a 1,6 enfants réalisés, par femme et par homme. D'accord? Il y a 1,6 enfants réalisés. Moi, je crois que c'est triste qu'un président de la République vienne enjoindre au réarmement démographique. C'est-à-dire que ça dit quelque chose de la vision d'Emmanuel Macron, qui ne voit les individus que comme des producteurs, et y compris des producteurs d'enfants, et qui est incapable de parler de joie, de bonheur, de désir, parce que c'est ça, avoir un gamin, l'amener à l'école, le tenir par la main, qui parle pas comme ça, mais qui donne des ordres, qui enjoint, alors qu'il y a un désir d'enfant encore dans notre pays. Les gens, ils ont envie d'avoir des enfants. Qu'est-ce qui fait qu'ils en ont pas?
ça coûte cher et on n'a plus les moyens. Donc on repousse à un petit peu plus tard, à quand on aura un CDI. On a un logement qui est trop petit, donc j'ai étudié dans un très bref rapport, mais les causes qui font que les gens disent non, on repousse le moment où on aura un enfant. On en aura un alors qu'on en aurait voulu deux. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le bonheurisme. Mais il faut libérer enlever les obstacles à ce que les gens s'épanouissent et là puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent, parce qu'avoir des enfants... ou pas d'enfants s'ils le souhaitent aussi. Pas d'enfants, voilà. mais j'ai pas de problème avec ça. Je dis juste, quand on interroge les gens, je leur dis, alors c'est 2,4, ça veut rien dire, derrière la virgule, on va pas les découper. Oui, c'est marrant, moi j'aime bien ces chiffres, comment tu fais Mais voilà, en tout cas, il y a un fossé entre le désir... Et moi, c'est des témoignages très concrets. J'ai une animatrice, vous connaissez, c'est du Ruffin, là. Bon, j'ai une animatrice périscolaire de chez moi qui voulait des enfants, qui a attendu pendant 8 ans parce qu'elle avait un petit contrat, parce que son copain il était en intérim. Voilà, bon, là, ça y est, je l'ai croisée à la braderie, à une braderie chez moi, le 1er mai. Elle était toute contente. Elle m'a dit, voilà, j'ai eu un enfant. Voilà, donc bon, mais ça se réalise tardivement. Du coup, il y en aura un, alors que peut-être qu'il y aurait eu la volonté d'en avoir deux. Alors, tu n'es plus dans aucun parti parmi les membres du NFP. Du coup, je te pose la question d'autant plus librement. Si Emmanuel Macron dissolvait l'Assemblée nationale là au mois de juin-juillet, est-ce que tu penses... C'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut lui passer par la tête. On ne sait jamais. Au point où on en est, maintenant tu nous connais, on fait gaffe. Mais du coup, si ça arrive, sérieusement, vraie question, est-ce que le nouveau Front Populaire, je rappelle quand même, c'était toi qui avais eu l'idée, dans une matinale de radio, d'appeler ça le Front Populaire, est-ce que ça pourra réexister, ou est-ce que tu sens que le torchon a brûlé définitivement entre les socialistes et les insoumis? Je pense que ça va être très compliqué quand même. Je veux dire, quand je lance l'idée de la primaire, c'est pour reprendre le chemin par un autre biais. Voilà, mais on sent que ça va... Mais quel chemin? Parce que le chemin, je vais pas te mentir, il y avait des insoumis dans le chat au début de l'interview. Bon, tu les connais. Pas super giga chaud sur ton idée de primaire. Mais je le dis. Quelles sont tes relations avec les insoumis? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'on fasse cause commune, parce que je vois pas très bien comment on va faire 51%, comment on va aller battre la droite, battre l'extrême droite, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Qu'il faut qu'on ait le rassemblement qui soit le plus large possible derrière une figure qui soit la plus rassembleuse possible. Voilà. Mais je pense que, vous savez, je sais à quel point comptent les rapports de force. Donc, dans l'état de rapport de force présent, la politique, c'est du rapport de force aussi. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui fonctionne comme ça. Dans l'état du rapport de force présent, je ne vois pas pourquoi les insoumis se mettraient dans une primaire, verraient du rassemblement, ainsi de suite. Donc, il y a la nécessité de construire quelque chose qui apparaisse puissant, qui apparaisse dynamique, qui apparaisse appétissant, pour faire que ça vienne ensemble. Mais le 9 juin au soir, quand est lancé Front Populaire, les insoumis, et ce n'est pas les seuls, n'ont pas envie de rentrer dans cette histoire. Mais, je le redis, il y a 400 000 signatures en 24 heures et il y a des manifestations. Il y avait un point qui était un point négatif à l'époque et qui est presque devenu un point positif, c'est qu'il y avait une urgence. Là, on a une urgence moyenne. Donc, il n'y a pas la même dynamique. Une dernière question, Émilien? Oui, j'ai une question très envie de vous poser, parce que c'est une question de stratégie globale de la gauche, qui est bloquée à 30% depuis aujourd'hui une dizaine d'années. Ce qu'on constate notamment, c'est que chez les classes populaires, qui pour beaucoup s'abstiennent, mais aussi pour beaucoup votent RN, il se développe ce qu'on appelle en sociologie une conscience sociale triangulaire, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les gros, mais on pense aussi qu'il y a des petits qui profitent trop, notamment, voilà, pas de la bonne couleur de peau, mais pas que. Comment est-ce que des gens comme vous faites pour dire aux gens, ce qui semble le préalable de la reconquête de leur vote, non, c'est pas les gens d'en bas qui comptent, c'est les gens d'en haut, parce qu'on peut le répéter, et vous le répétez, mais c'est structurellement ancré dans un consensus. Comment vous faites? C'est une bataille de faire regarder vers le haut, d'autant plus que, au fond, les figures du capital ont disparu du lieu où les gens habitent. Enfin, je donne un exemple, mais quand à Flic Secours, c'était des filatures textiles, il y avait des châteaux des frères Saints qui étaient tout alentour, et les gens, ils sortaient de l'usine, ils voyaient les châteaux, ils allaient au cimetière, ils voyaient les grands mausolées pendant qu'eux, ils étaient enterrés à même le sol, ils entraient dans l'église, il y avait le carré réservé pour les frères Saints avec des petites dorures, et puis les sièges molletonnés pendant qu'eux, ils étaient à l'extérieur sur des sièges en paille, donc tout ça se voyait. À partir du moment où Bernard Arnault a tout repris et viré tout le monde, le yacht de Bernard Arnault, il ne siège pas sur la Somme. Donc, il y a la nécessité pour la gauche de montrer ça. C'est une lutte.
Voilà, quand il y a la fermeture de Whirlpool et que je commence à entendre les ouvriers sur le parking qui s'en prennent aux réfugiés, aux assistés, aux immigrés, je me dis, mais attends, est-ce que c'est eux qui viennent de vous licencier? Bon, non. Je reviens le lendemain avec un tract où je leur montre la tête de Jeff Fettig. Mais ils ne savent pas qui est Jeff Fettig. Vous ne savez pas non plus qui est Jeff Fettig. C'était le PDG de Whirlpool. D'accord? Et non seulement je fais ça, mais je montre sa maison, qui est un espèce de château moderne avec 17 chambres, avec une piscine extérieure, avec un court de tennis, avec un accès direct à la plage aux États-Unis à 5000 km de là, pour qu'il matérialise où va l'argent. Donc ça, c'est un enjeu. Et après, moi, je suis pour des droits universels. Je le dis parce que la question qui revient, c'est beaucoup les assistés, les assistés, les assistés. Eh bien, je suis pour que... Je dis, la République, elle s'est grandie quand elle a fait l'école gratuite à la fois pour les enfants d'ouvriers et pour les enfants de Bernard Arnault. La République, elle s'est grandie quand elle a fait la sécurité sociale et l'hôpital, où Bernard Arnault est remboursé, tout comme le sont les enfants des ouvriers. C'est à l'hôpital public, mais oui. Mais voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faut reconstruire des droits qui sont universels. Il y a un outil pour égaliser, c'est l'impôt. Et en dehors de ça, il faut construire la possibilité d'accéder aux droits pour tous. Merci beaucoup François Ruffin d'être venu sur le plateau de Backseat.